Et merci beaucoup d'être ce matin sur LCI. Bonjour à vous, Jean-Baptiste Djebbari. Bonjour à vous, Madame Martichoux. Vous êtes secrétaire d'État au transport, vous avez la SNCF dans votre portefeuille. Et justement, d'un mot, revenons sur une décision qui a été annoncée la semaine dernière. Est-ce que vous avez validé, vous, en tant que secrétaire d'État au transport, la décision d'octroyer une prime aux non-grévistes à la SNCF? Alors non, nous n'avons pas validé en tant que telle une prime qui relève de décisions de gestion des managers sur le terrain qui, je le dis, prennent ce type de disposition quand il y a par exemple des intempéries ou des périodes de grève pour des gens qui sont au travail et qui connaissent un surcroît de travail temporaire, là dû à des grèves, parfois dû à autre chose. Et nous n'avons pas avalisé cette décision, mais je la comprends et je la soutiens. Et je crois que personne ne comprendrait dans une entreprise classique, a fortiori dans une entreprise publique, que des personnes qui sont au travail et qui ont un surcroît de travail temporaire ne se voient pas rémunérées ou gratifiées d'une façon ou d'une autre. D'accord. Juste sur le processus de décision, vous êtes le ministère de tutelle de la SNCF. Vous n'êtes pas consulté pour ce type de décision managériale importante après une grève nationale? Vous vous rendez compte le nombre de décisions managériales au jour le jour dans les différents centres qui sont prises en gestion d'attribution de primes ici, de récupération de là? Évidemment que nous ne sommes pas consultés. Le rôle de l'État est actionnaire au nom des Français. Le rôle de l'État, c'est de définir les grandes orientations de l'entreprise publique. Nous avons procédé à la nomination notamment d'une nouvelle équipe dirigeante autour de Jean-Pierre Farandou. Jean-Pierre Farandou a toute la confiance du gouvernement. Il prévient pas votre C'est cabinet? bien à lui. D'accord. Non, nous discutons quasiment quotidiennement avec Jean-Pierre Farandou, Justement. mais pas dans ce niveau de détail-là. Je crois que les Français ne comprendraient pas que le ministre se supplée au patron de la SNCF pour gérer sa boîte. Pour autant, pour vous, c'est un management approprié. Dans une entreprise qui est secouée quand même par une crise, le fait qu'on paye davantage des personnes qui n'ont pas fait la grève, alors que d'autres qui ont fait la grève ont presque zéro sur leur bulletin de salaire, c'est un management approprié. Moi, j'ai entendu les critiques. Cette cohabitation. Les critiques disent, finalement, ça revient à briser la grève. Briser la grève, ça aurait été, par exemple, de demander à des personnes qui ne travaillaient pas ce jour-là de venir travailler pour tenir le poste d'un gréviste ce jour-là. Ça aurait été effectivement condamnable d'ailleurs sur le plan du droit. Ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Vous avez, dans certaines gares, eu des surcroîts d'activité très fortes pour les personnes qui étaient à ce moment-là en activité. Et oui, les managers, les responsables en gestion directe de ces personnes ont décidé que parce qu'ils avaient travaillé 2, 3, 4 heures ce jour-là en plus et sur des périodes assez longues, méritaient d'être gratifiés, parfois avec des jours de récupération, parfois avec des primes financières. Je trouve cela, encore une fois, tout à fait normal dans le cadre du droit et relevant de décisions de gestion tout à fait classiques. Mais est-ce que c'est bienvenu dans le contexte de tensions sociales internes à l'entreprise? C'est de ce point de vue-là, à l'entreprise de décider par quelle façon elle entend à la fois préserver l'unité des travailleurs de l'entreprise, effectivement donner, en tout cas rendre compte en quelque sorte de l'engagement des salariés qui pendant 5-6 semaines ont connu des situations très dégradées. Je le dis encore une fois, moi je suis allé sur le terrain, j'ai vu les personnes qui se mobilisaient, ce qu'on appelait les gilets rouges à la SNCF, les gilets verts à la RATP, qui avaient quand même affaire à des afflux de voyageurs qui étaient considérables, qui ont travaillé dans des conditions extrêmement dégradées. Vous aviez dans le même temps effectivement un certain nombre de personnes qui étaient grévistes, et je le dis pendant très longtemps minoritaires. Rappelez-vous, vous aviez 15 à 20% de conducteurs qui, effectivement, parce qu'ils sont nombreux, pénalisaient beaucoup le trafic. Mais je pense qu'il faut voir tout cela dans un équilibre global. Pendant plusieurs semaines, vous aviez 85% des agents qui étaient non grévistes à la SNCF. Et je crois que ces décisions de gestion, qui relèvent de la direction de la SNCF, ne sont absolument pas entachées d'une erreur, d'une faute, ou entachées par... D'accord, vous validez, vous dites que ce n'est pas une erreur. Il y a un climat compliqué à la SNCF, non? Oui, il y a un climat compliqué, mais c'est un autre sujet. Il y a un climat... c'est pas tout à fait le même sujet. C'est pas un sujet très différent. Il y a un climat compliqué parce qu'après des mouvements comme cela a été le cas en 95 et en 2018, il faut retrouver l'unité entre des gens qui se sont mobilisés très fortement contre un projet de réforme, là en l'occurrence la retraite, l'année dernière contre la réforme ferroviaire. Donc il faut retrouver l'unité. Est-ce qu'il y a un geste que vous trouveriez bienvenu de la part de la direction précisément? D'abord, ça a commencé avant, puisque nous avons nommé le 1er novembre Jean-Pierre Farandou, et que nous avions en quelque sorte tiré le bilan d'un certain nombre de sujets, notamment du dialogue social, en disant qu'il fallait réinstaurer, par exemple, un DRH régional pour répondre plus rapidement à certains sujets dont vous vous rappelez peut-être. Nous avions eu le cas du Technicentre à Châtillon, le cas des TER en conduite seule, et donc sur tous ces sujets-là, nous sommes prêts à avancer. Et puis par ailleurs, la SNCF
a des enjeux considérables devant elle. Des enjeux sur le fret ferroviaire, des enjeux sur ce qu'on appelle les petites lignes. Il va y avoir des annonces sur le fret, là On a une mission là, qui travaille en ce moment pour définir une stratégie nationale pour le fret, qui rendra ses conclusions dans quelques semaines. Nous travaillons très fortement avec les régions sur un plan pour les petites lignes, pour régénérer un grand nombre de petites lignes. Régénérer, ça veut dire remettre ces voies qui sont aujourd'hui dans un état très vétuste. C'est-à-dire rouvrir des petites lignes. C'est-à-dire parfois les pérenniser dans le temps, elles roulent, mais elles sont en situation dégradée. Et puis parfois, effectivement, rouvrir certaines petites lignes. Chez moi, j'ai entre Limoges et Brive une petite ligne qui est fermée dans sa partie centrale, Limoges-Angoulême qui est fermée. Donc vous voyez bien que le réseau s'est très fortement dégradé. Donc vous allez rouvrir des petites lignes qui étaient destinées à la fermeture ou qui étaient fermées déjà. Absolument, Madame Martichoux. Et ce sera annoncé quand ? C'était l'engagement du gouvernement l'année dernière. C'est d'ailleurs moi, comme député, qui avait demandé ce rapport au moment de la réforme ferroviaire. Et nous entendons évidemment donner suite à ce grand travail qui a été fait en partenariat avec SNCF Réseau. Dans les prochaines semaines, nous avons ce plan qui est... alors, il y a évidemment la période de réserve électorale, vous savez. Avant les municipales avant le 4 ou février. après les municipales ? Je dois en parler au Premier ministre jeudi pour caler les derniers éléments de fond et de calendrier. Et j'aurai l'occasion de revenir. Ça pourrait aller vite. Ça pourrait tout à fait aller vite. Et ça pourrait être avant les municipales. Ça pourrait tout à fait être avant les municipales. Il faut que tout le monde soit prêt. Donc je calerai ces éléments-là avec le Premier ministre jeudi. Et je reviendrai vous en parler peut-être. Bien sûr, non, mais l'idée, ça tomberait pas mal. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'avoir bien une réponse structurelle pour des gens qui ont vu, et c'est le cas par exemple en Limousin ou ailleurs, qui ont vu depuis des années le réseau se dégrader et depuis plusieurs mois, les réseaux parfois, les lignes parfois fermées. Et sincèrement, c'est pour les gens qui le vivent assez insupportable et quelque part ça symptomatise ce qui est parfois perçu comme le recul de la puissance publique, de l'État en premier lieu, et donc il faut y donner une solution rapide. Et donc c'est un effort que l'État va faire ? L'État, les régions, SNCF Réseau, l'ensemble des partenaires pour effectivement remettre du ferroviaire un peu partout en France, alors qu'il a été, en tout cas ce réseau secondaire, le parent pauvre des politiques du ferroviaire depuis malgré le coût de 20 dernières années. Malgré le milliard qui manque dans les caisses de la SNCF à cause de la grève, vous allez annoncer l'ouverture de petites lignes. Je distingue quand même tous ces sujets. Il y a effectivement le coût de la grève qui est très dommageable à l'entreprise publique. Vous avez raison de le dire. C'est 1 milliard d'euros, c'est 200 millions d'euros pour la RATP. C'est donc massif et c'est quelque part aussi la responsabilité de ceux qui font la grève de se dire qu'ils impactent aussi l'avenir de leur entreprise. Mais pour autant, le gouvernement est déterminé sur ces sujets de petites lignes, de fret ferroviaire, d'apporter des solutions structurelles. Et je crois sur des sujets qui sont souvent identitaires pour les cheminots, pour les agents et d'une manière générale pour les usagers. Dernière question, parce qu'il y a beaucoup de sujets, Jean-Baptiste Djebbari. Est-ce que la SNCF doit faire un geste pour ces salariés qui, certes, ont choisi de faire la grève, mais n'ont pas un sou ou presque sur leur... Non, mais d'abord, il y a des gestes qui sont faits au cas par cas, et c'est d'ailleurs la discussion que j'ai pu avoir avec à la fois le DRH, Benjamin Regnault, qui vient de quitter ses fonctions, et Jean-Pierre Farandou. Quand il y a un problème de trésorerie pour des gens effectivement qui se retrouvent en difficulté pour payer leur loyer, ils ont tout à fait possibilité d'aller voir le DRH et ses équipes et de trouver des solutions pour faire des avances sur le mois d'après, de manière à survivre ou à vivre convenablement. Donc ces gestes sont évidemment faits, ce sont des pratiques qui sont régulières et qui d'ailleurs vont bien au-delà des cas de grève. À chaque fois qu'il y a une difficulté dans une grande entreprise publique, les portes des DRH sont grandes ouvertes et les solutions sont trouvées au cas par cas. Jean-Baptiste Djebbari, combien d'amendements ont été examinés hier en commission spéciale sur la réforme des retraites ? Alors je plaide l'ignorance du nombre d'amendements. J'ai vu que ça avait commencé, j'ai vu quelques extraits, mais... je vais vous le dire. Sur les 20 000. 4 heures de réunion, 245 amendements, je vous le dis. Sur 20 000, un peu plus sur de 22 000. 000. À ce rythme-là, vous ne tenez pas le calendrier. Alors d'abord, c'est souvent le cas que les premiers amendements, pour l'avoir vécu, prennent un peu plus de temps à être débattus. Mais moi, je le dis, je me rappelle qu'il y a quelques jours, les Insoumis notamment disaient vivre en régime autoritaire. Je voudrais bien qu'on me cite un régime autoritaire dans lequel un groupe minoritaire à l'Assemblée peut proposer 20 000 amendements. Donc déjà, j'observe que quelque part par l'absurde, le caractère démocratique de notre régime est consacré. Après, je pense qu'effectivement, 20 000 amendements, qui sont quand même des amendements où on supprime des phrases et des virgules, c'est assez absurde sur le principe, et surtout, ça impossibilise en quelque sorte le débat. C'est un outil. Jean-Luc Mélenchon vous dit, il vous dit, les grévistes font la grève, nous, les parlementaires, on a cet outil-là qui est à notre disposition, il est dans un cadre démocratique, on l'utilise. Oui, sauf que il m'a semblé que les députés étaient élus pour débattre démocratiquement, c'est pas un débat, ça. Quand vous faites de l'obstruction parlementaire, quand vous déposez une pile de 3 mètres d'amendements qui, je le dis, suppriment des virgules, des alinéas, des bouts d'articles, vous ne débattez absolument pas du fond. D'ailleurs, vous finissez par faire des choses un peu baroques. Vous supprimez des avancées et des progrès sociaux. Vous supprimez le minimum contributif à 1 000 euros, par exemple. Ce qui, sur le fond, devrait quand même interroger. Donc c'est leur responsabilité. Il fait quoi, Jean-Luc Mélenchon ? Ils font quoi, les députés, là ?
Non, mais c'est le responsable. Moi, je ne donne de leçon à personne. Je constate que je crois que sur les 22 000 amendements, 19 000 de la France Insoumise. Bon, je constate que les autres mouvements politiques ne pratiquent pas cela et qu'ils vont débattre sur le fond. Donc je pense qu'ils sont un peu aveuglés par leur détestation de la personne du président et qu'ils se retrouvent dans ce genre d'impasse, soit à soutenir la radicalité dans la rue, soit à pratiquer l'obstruction parlementaire dans un lieu où doit vivre le débat, et non pas une forme de guérilla, à mon avis, et à mon sens tout à fait inféconde. Mais qui pourrait être efficace? Et si l'obstruction est efficace, Jean-Baptiste Djebbari, vous prolongez les débats ou vous sortez le 49.3, c'est-à-dire qui n'a pas besoin de soumettre le texte au vote? Mais la ficelle est un peu grosse, on voit bien la raison, ou en tout cas les arrière-pensées de la France Insoumise sur le sujet pour effectivement construire une forme de guérilla parlementaire dans laquelle le gouvernement viendrait brandir le 49.3. Donc je crois que nous avons une majorité qui est très solide, quoi qu'on en dise, 300 députés, attendez, ça veut dire les alliés du MoDem. Il pousse au crime, mais que jamais vous utiliserez cette arme? Moi, ce que je vous dis pour l'avoir vécu, c'est que les députés de la majorité, les 300 députés de la majorité, forment une majorité solide qui comprend ces jeux parlementaires, qui ne s'y laissera pas prendre et qui veillera aussi tard que possible pour satisfaire les besoins du débat démocratique et passer ce texte, parce que ce texte est important. Donc, vous préféreriez, pour être clair, rallonger le calendrier plutôt que de dégainer le 49.3, pour déjà, être clair. vous verrez que parmi les 22 000, il doit y en avoir à peu près 10 000 ou 15 000 qui sont strictement identiques. Ce sont des amendements que vous débattez en même temps. Mais enfin, à chaque fois, donc, il faut... la règle veut que vous les examiniez à chaque fois. Quand vous supprimez un amendement, souvent 50 ou 100 tombent, donc vous verrez qu'à la fin, il n'y a pas 22 000 amendements individuels qui vont être débattus. Au cas où. Et je le dis, la majorité parlementaire est maintenant rompue à l'exercice, ne se laisse pas prendre par des stratégies qui, je le dis encore, sont cousues de fil blanc, et je ne doute pas qu'elle sera au rendez-vous avec le soutien du gouvernement. Est-ce que vous excluez le 49.3 ? Est-ce que vous, ministre du gouvernement d'Édouard Philippe, 49.3, ancien parlementaire, vous dites... J'ai écouté Marc Fesneau hier matin, ministre en charge des relations avec le Parlement, qui a clairement exclu l'hypothèse du 49.3. Donc vous aussi, ça vous paraîtrait... A fortiori, n'étant pas ministre en charge des relations avec le Parlement... Contre nature je pense simplement que je comprends parfaitement les intentions d'un groupe comme celui de la France Insoumise, qui aujourd'hui pratique l'obstruction parlementaire, pour quelque part déclencher des contre-mesures qui, dans le débat démocratique, seraient perçues de façon tout à fait délétère. Le Parlement, toujours. Le Sénat, hier, a présenté 2 propositions de loi sur le communautarisme. Nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer du respect de la règle commune. C'est en gros le but de ces propositions de loi, de vous faire en sorte que un maire, un directeur d'usine, je ne sais pas moi, un directeur de piscine, un principal de collège, un médecin ne soit pas démuni face à une demande de communautarisme. Est-ce que vous voteriez cette proposition de loi? Bon, je regarde en détail. Du Sénat, pardon, proposition du groupe LR. Oui, j'ai vu cette proposition, j'ai lu quelques extraits. Ce que je pense sur le fond, c'est que sur le constat, ils ont raison de dire qu'il y a en République, dans certains territoires, des formes de séparatisme autour de faits communautaires qui viennent contester, voire abîmer les valeurs de la République. Il y a du séparatisme sur certains territoires. Absolument, mais je crois que tout le monde, dans certaines entreprises, dans la société française... le séparatisme. Oui, bien sûr. Ce sont des gens qui pensent... qui refusent les valeurs de la République, qui pensent effectivement vouloir faire prospérer ou qui sont en quelque sorte motivés pour faire prospérer un autre projet que celui du vivre ensemble républicain. Et donc oui, ce sont des gens qui veulent vivre séparés de notre socle de vie commune. Et donc, il y a la capacité d'agir par le droit, ce qu'ils proposent, ou d'agir par les actes. Et moi, je regarde ce qui a été fait récemment sur les écoles hors contrat, par exemple, qui permettent de mieux les contrôler, parfois de les fermer. Ça me paraît être un acte tout à fait positif. Je regarde ce qu'on doit pouvoir faire avec les associations dans ce qu'on appelle les quartiers de reconquête républicaine. Et je crois beaucoup plus, dans le moment politique que nous vivons, aux actes forts, dans certains quartiers ciblés, de manière à remettre de l'humain et de la proximité plutôt qu'à des projets ou des propositions de loi qui visent à modifier la Constitution, puisque c'est ça en fait qui est proposé. Modifier la Constitution, effectivement. C'est ça qui est proposé. On sait très bien par nature que c'est compliqué à faire, qu'il faut une majorité des 3/5, et qu'en plus je pense que ça ne répond pas au sujet de fond, qui est la façon dont on arrive à impulser une action efficace dans certains territoires. Les sénateurs, là aussi, ils vous mettent la pression. Pas de problème. Ils mettent la pression sur le gouvernement et sur le président. Vous n'avez toujours pas annoncé un plan fort, un arsenal solide.
contre le communautarisme. Alors, je parlais des écoles hors contrat, je parle de tout le travail qui est fait en ce moment dans les quartiers avec les associations. Et puis vous savez que le président de la République va annoncer un certain nombre de mesures dans les prochaines semaines sur ce sujet précisément. Et que ce travail est à l'œuvre depuis maintenant plusieurs mois. Il aura évidemment la primeur de ces annonces, mais qui se veulent, à mon sens, être des annonces opérationnelles, visant à effectivement, alors peut-être parfois par le droit, mais singulièrement par l'action de proximité, à avoir des résultats concrets. Je crois que les Français attendent des résultats concrets. Il n'y a pas une urgence quand même sur ce sujet. Mais il y a une urgence. Il y a une urgence. À laquelle on doit répondre par des actions concrètes, résolues, dans les territoires, en proximité, avec l'humanité nécessaire. Et je ne crois pas que ça passe toujours par le droit, et alors singulièrement pas par une révision constitutionnelle qui, comme vous le savez, sont par nature très compliquées. Donc pour vous, ils tapent à côté, les sénateurs. Pour moi, ils ont une partie de la solution, mais je crois que les Français attendent des résultats rapides et que, Oui. je le disais, ces résultats rapides s'acquièrent davantage sur le terrain que par un débat, pour le coup, essentiellement sur le droit et parlementaire. Et les annonces présidentielles, elles sont rapides? Elles seront rapides? Je pense qu'il s'agit maintenant de semaines, effectivement. Avant la fin du mois, de février? Je n'ai pas l'information exacte, donc je ne veux pas Avant les municipales? me tromper. Je ne sais pas si c'est avant ou après les élections municipales. Ah ben rapide. Mais en tout cas, c'est rapide. Mais rapide, ça veut dire dans les 2-3 mois qui viennent. C'est suffisamment rapide, il faut le temps de les élaborer, il faut le temps de les mettre en œuvre, de préparer les choses sur le plan opérationnel. Donc je ne doute pas que ce ne sera jamais suffisant pour votre célérité journalistique, mais en tout cas, ce sera fait. Non, mais pour l'urgence, effectivement, vous y elle se répondez. manifeste sur le terrain et dont vous nous avez confirmé qu'elle existait. 3 questions, 3 réponses rapides, si vous le permettez. Hier, Mila, sur le plateau de Yann Barthès, dans Quotidien, sur TMC, a dit qu'elle ne regrettait pas le blasphème, mais qu'elle s'excusait un peu si elle avait pu, effectivement, faire un peu de peine à ceux qui pratiquent leur religion de façon apaisée. Marine Le Pen a immédiatement déclaré sur Twitter que ce n'était pas à elle de s'excuser, mais à ceux qui la menacent de mort depuis des jours et des jours. Est-ce que vous n'avez pas laissé le terrain à l'extrême droite en tergiversant par rapport à cette jeune femme qui, pour avoir insulté l'islam, s'est retrouvée dans une situation d'exclusion même? Mais je crois d'abord que Marine Le Pen n'a pas contrôlé la liberté d'expression de cette jeune fille, qui effectivement a dit les paroles que vous avez rappelées, qui a dit maintenir son appréciation d'une religion, et on est tout à fait en droit en France de critiquer toutes les religions qui sont à l'œuvre dans le territoire français. C'est un droit constitutionnel, il n'y a pas de délit de blasphème, ça a été rappelé à de multiples reprises. Elle s'est effectivement excusée des propos. Il y a eu un flottement, vous vous rappelez la semaine dernière avec la garde des Sceaux qui a reconnu une erreur d'expression. Oui, mais le droit est clair, pour le coup le droit est clair, et la liberté d'expression en France, elle est certes non absolue, encadrée par la loi, mais c'est paroles qui ont été proférées ne sont pas contraires au droit. Ce qui est insupportable, pour le coup, et ce qui est contraire au droit, c'est qu'effectivement, une jeune fille, quel que soit ce qu'elle ait dit, se retrouve menacée de mort, de viol, soit déscolarisée, et elle a le droit, cette jeune fille, quoi qu'elle ait pu dire, à retrouver une vie normale, et c'est ce à quoi le gouvernement s'attache, en lien avec les services du rectorat, de manière à ce qu'elle puisse être rapidement rescolarisée, et surtout qu'elle puisse évoluer en paix, puisque vous savez qu'aujourd'hui, son visage est connu, et qu'elle fait l'objet de multiples pressions. Pour Xavier Bertrand, Jean-Baptiste Djebbari, les seuls qui mèneraient une politique pire que celle qui est menée par Emmanuel Macron, c'est précisément Marine Le Pen. Il a fait des déclarations dans le JDD notamment, très fortes, pour dénoncer le fiasco d'Emmanuel Macron sur le plan de la sécurité. Et oui, ça s'appelle l'incohérence politique, parce que je rappelle que Xavier Bertrand a appartenu au gouvernement, au pluriel, de Nicolas Sarkozy, qui a démantelé le système de sécurité. Si nous remettons aujourd'hui, pour la durée du quinquennat, 10 000 forces de sécurité, policiers, gendarmes, si nous renforçons le système, le service public de la justice, c'est bien parce qu'il a été démantelé à un moment donné, et ce moment, c'était précisément le moment pendant lequel Xavier Bertrand était au gouvernement à des postes importants, en étant un homme politique important. D'accord. Donc on peut toujours donner, si vous voulez, des leçons a posteriori, quand on a soi-même, en quelque sorte, fauté. Bon, je crois que Xavier Bertrand, aujourd'hui, est dans un calendrier extrêmement clair. Il est tout à fait déterminé à être candidat à l'élection présidentielle. Donc il joue le jeu rhétorique pour se positionner. C'est absolument son droit. Je crois que personne n'est tout à fait dupe de ce jeu-là et que les Français ont la mémoire longue. Bon, merci beaucoup Jean-Baptiste Djebbari. Il y a au moins un vainqueur que vous avez dû apprécier ce week-end, vous. Ah, la France, le rugby. Parce que vous êtes un rugbyman, vous faites partie d'une équipe parlementaire de rugby. Et nous avons gagné dimanche matin, 21-0 contre les Anglais. Et donc voilà. Ça qui me vaut une côte un peu douloureuse. Au moins, en rugby, vous gagnez. Au moins en rugby, on gagne. Au moins. Mais le rugby, c'est un peu comme la politique, c'est un sport de combat collectif. Et donc ce sont des belles valeurs.
Ouais. Et le collectif, il marche bien? Et ben, le collectif parlementaire, d'ailleurs transpartisan, marche très bien. Oui, enfin, l'histoire du deuil, on n'a plus le temps d'y revenir, mais l'histoire du deuil pour congé, enfin du congé pour deuil, a montré que le collectif avait parfois des gros bugs. Eh bien, le collectif sait s'amender, l'erreur est humaine, ce qui est diabolique, comme on dit en latin, c'est de persévérer. Voilà, je pense qu'on a fait une erreur collective. Nous amendons, nous allons corriger cela, je crois, dès le 3 mars, dans un projet de loi ou dans une proposition de loi au Parlement. Errare humanum est, perseverare diabolicum, ce que vous voulez dire. Et votre latin est meilleur que le mien. Prenez pas à votre compte la deuxième proposition latine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Jean-Baptiste Gébaris. C'est à vous, Pascal.